Les Grecs ont été les premiers à avoir compris l'importance de ces nombres. Ils ont construit les fondations sur lesquelles reposent les mathématiques. Les Grecs pensaient que les nombres étaient partout. Je crois que la devise des pythagoriciens était « tout est nombre ». Les Grecs avaient compris qu'on peut multiplier les nombres et ils savaient aussi que certains nombres ne peuvent pas être divisés. Ils savaient que les nombres premiers ne peuvent pas être divisés. Mais aux environs du IIIe siècle avant Jésus-Christ, Euclide, le premier génie des mathématiques, découvre que cela est impossible. Selon lui, une personne qui essaierait d'écrire tous les nombres premiers ne pourrait jamais s'arrêter. Euclide a démontré sans l'ombre d'un doute qu'il existe un nombre infini de nombres premiers. On peut par exemple prendre les nombres premiers 2, 3 et 5. On cherche ensuite à savoir si on peut obtenir n'importe quel nombre en multipliant les différentes combinaisons possibles des nombres 2, 3 et 5. Euclide est parvenu à trouver un nombre qu'on ne pouvait pas fabriquer avec ces trois nombres premiers. Il les a tout d'abord multipliés entre eux, ce qui nous fait 30. Mais ensuite, et c'est précisément là son idée de génie, il a ajouté 1 à ce résultat, obtenant ainsi le nombre 31. Cette démonstration est un très bel exemple de raisonnement mathématique. Mais Euclide n'est pas parvenu à franchir l'étape suivante. Il n'a pas réussi à trouver une façon d'expliquer la distribution des nombres premiers. Quand on observe la suite des nombres dans leur ensemble, les nombres premiers semblent apparaître de façon aléatoire. Tout comme les étoiles dans le ciel, les nombres premiers sont éparpillés à travers l'univers des nombres. Certains sont regroupés, tandis que d'autres sont plus isolés. Et il semble n'y avoir aucun système derrière tout cela. C'est vraiment très étrange. Mais Gauss ne s'intéressait pas qu'aux étoiles. Sa vraie passion, c'était avant tout les nombres. Gauss était un enfant prodige. Il passait son temps à faire des calculs. Il disait qu'il avait appris à calculer avant de savoir lire. Quand Gauss réalise un graphique représentant la suite des nombres premiers, il obtient une sorte d'escalier irrégulier dans lequel chaque marche correspond à un nombre premier. Mais il ne peut pas poursuivre ce graphique infiniment. En se servant de ses travaux sur les probabilités, Gauss établit un deuxième graphique qui permet d'estimer l'évolution des nombres premiers à l'infini. C'est en étudiant les nombres dans leur ensemble que Gauss a découvert l'harmonie cachée dans la suite des nombres premiers. Gauss savait que son hypothèse était approximative, mais il pensait tout de même qu'il se rapprochait du nombre exact de nombres premiers. Mais il n'a pas réussi à démontrer son hypothèse. Les mathématiciens sont entrés dans un monde abstrait et original, un univers rempli de nombres et de formes géométriques étranges. Riemann va jouer un rôle primordial dans la révolution mathématique de Göttingen. Il propose dans sa thèse de doctorat une nouvelle théorie portant sur les mathématiques pures. Aujourd'hui, elle est considérée comme une contribution majeure aux mathématiques. Riemann est en effet à l'origine d'une grande découverte. Il travaille sur une formule mathématique, la fonction zeta. On peut comparer une fonction à une calculatrice. On y introduit des chiffres et on obtient un résultat. Riemann se rend compte que la fonction zeta peut être utilisée pour construire un graphique en 3 dimensions. Cette fonction est comme un miroir magique qui lui permettrait de quitter le vieux monde de l'arithmétique pour entrer dans l'univers étrange de la géométrie. Riemann observe le miroir, il respire un grand coup et il passe de l'autre côté. Au début, il ignore que la fonction zeta a un lien avec les nombres premiers. Puis il comprend que les contours du paysage créé par la formule peuvent peut-être révéler les secrets des nombres premiers. Si on regarde à l'est, on ne voit rien d'autre qu'une vaste plaine. Mais si on regarde à l'ouest, on aperçoit une chaîne de montagnes.
L'une de ces montagnes s'élève à l'infini. Mais ce ne sont pas les pics des montagnes qui sont réellement importants. C'est en fait au cœur des vallées que Riemann tombe sur le trésor qu'il recherche. À certains endroits, la surface du graphique en 3 dimensions descend jusqu'à 0, un peu comme les endroits situés au niveau de la mer dans un paysage réel. Les mathématiciens nomment ces points des zéros. Riemann a découvert qu'on pouvait améliorer les travaux de Gauss en s'intéressant à la répartition des zéros dans la fonction zeta. C'est un peu comme si chaque zéro était une note de musique dont les vibrations modifient l'estimation de Gauss afin que celle-ci se rapproche davantage de la quantité réelle de nombres premiers. La découverte de Riemann est aussi révolutionnaire que la formule d'Einstein E égale mc2. Sauf que dans ce cas précis, on n'a pas affaire à de la matière qui se transforme en énergie, mais à des nombres premiers qui se transforment en notes de musique. Riemann a trouvé les clés qui nous dévoilent les secrets des nombres premiers. Ce sont ces points au niveau de la mer, les zéros, qui sont la solution de cette énigme. Selon Riemann, le fait que les 10 premiers zéros soient alignés ne peut pas être dû au hasard. Il énonce alors une théorie affirmant que les zéros de la fonction zeta, dont le nombre est infini, se trouvent tous sur une ligne droite, la ligne critique. Cette hypothèse est connue sous le nom d'hypothèse de Riemann. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport avec les nombres premiers. Si Riemann avait raison et que les zéros sont tous alignés, cela voudrait dire que Gauss était encore plus près de la vérité que ce que lui-même pensait. Et cela signifierait que les nombres premiers apparaissent de façon régulière dans l'univers des nombres. La découverte de Riemann nous permet de constater toute la beauté de la musique des nombres premiers. Si tous les zéros sont effectivement situés sur une même ligne droite comme Riemann l'a dit, il existerait donc une harmonie subtile entre toutes les notes de musique qui émanent des zéros. En revanche, si cette théorie est fausse et qu'un des zéros ne se trouve pas sur cette ligne, ce serait un peu comme si l'un des musiciens de l'orchestre se mettait à jouer sa propre partition sans se soucier des autres. Cependant, Riemann était persuadé que tous les zéros étaient bien sur la même ligne droite. Il était convaincu qu'on aurait pu parcourir le graphique à l'infini sans jamais trouver un zéro en dehors de la ligne droite. Ce qui signifie que grâce à son hypothèse, les calculs de Gauss le rapprochaient du nombre de nombres premiers. Le miroir de Riemann a complètement transformé notre façon de considérer les nombres premiers. Il a permis de relier deux parties différentes des mathématiques grâce à ce lien entre les zéros du graphique et les nombres premiers. Parvenir à une découverte aussi importante est le rêve de tout mathématicien. La théorie de la relativité générale d'Einstein repose sur les découvertes mathématiques que Riemann a fait 50 ans plus tôt. Ces travaux sont encore très importants de nos jours. Au début du XXe siècle, l'hypothèse de Riemann devient l'une des plus grandes énigmes des mathématiques. Personne n'a encore réussi à en percer les secrets. Mais peu de temps avant la Première Guerre mondiale, un mathématicien réussit enfin à progresser vers la résolution du problème. Cette fois-ci, cela ne se passe pas à Göttingen, mais à l'autre bout de l'Europe. Au début du XXe siècle, l'Angleterre a un énorme retard dans le domaine des mathématiques. Les grandes universités du pays sont restées imperméables à la révolution mathématique qui a agité le continent au XIXe siècle. Vous serez donc surpris d'apprendre que l'étape suivante dans la résolution du mystère des nombres premiers a été franchie ici, à Cambridge. L'homme qui a réveillé l'Angleterre de son sommeil mathématique s'appelait Godfrey Harold Hardy. Les nombres premiers ont été son obsession tout au long de sa vie. Hardy a déclaré un jour que la table des nombres premiers était une lecture plus agréable pour le petit déjeuner que les résultats du football.
La passion de Hardy pour les nombres premiers n'a d'égal que son amour pour le cricket et son combat contre Dieu. Il voulait à tout prix parvenir à réfuter l'existence de Dieu, et c'est pour cela que Dieu a joué un rôle très important dans sa vie. Un matin, en 1913, Hardy reçoit une lettre qui contient des théorèmes étranges sur les nombres premiers. L'auteur de la lettre est Srinivasa Ramanujan, un jeune homme de 25 ans qui gagne un salaire de misère en travaillant dans les bureaux du port de Madras. C'est avec un enthousiasme enfantin qu'il s'attaque au mystère des nombres premiers. Et c'est précisément cette naïveté qui va faire toute sa force. Ramanujan était vraiment un génie, ça ne fait aucun doute. Et comme il était autodidacte, il n'était pas contaminé par les façons de penser des autres, ou les préjugés les plus répandus à cette époque. Il a osé aller bien plus loin que la plupart des autres mathématiciens. Et parfois il se trompait. Mais bien souvent il avait raison. Les personnes qui ont suivi ses intuitions ont pu prouver qu'il avait raison. Ramanujan travaille avec Hardy sur de nombreux sujets et leur collaboration va porter ses fruits. Ils trouvent ensemble les solutions à de nombreux problèmes mathématiques. Mais ils ne parviennent pas à percer le mystère des nombres premiers. Le 8 juin 1954, l'un des mathématiciens les plus brillants de son époque se suicide. Il s'empoisonne au cyanure. Il s'agit d'Alan Turing. Alan Turing devient célèbre en décryptant le code des machines allemandes Enigma durant la guerre, menant ainsi les nazis à la défaite. Mais on connaît moins le rôle qu'a joué l'hypothèse de Riemann dans le raisonnement de Turing pour déchiffrer le code. Le but de cette machine est d'explorer le paysage de Riemann pour démontrer que l'hypothèse est fausse en recherchant des zéros corrompus qui ne seraient pas sur la ligne. À la fin des années 30, la chambre de Turing à Cambridge a déjà disparu sous des monceaux de rouages et d'engrenages. La machine de Turing marche à merveille et elle permet d'écourter la guerre d'au moins 2 ans. Elle a sauvé un nombre incroyable de vies. Il n'est pas exagéré de dire que le travail que Turing a effectué avant la guerre a permis de battre les nazis. Mais la notion de machine à calculer de Turing lui survivra. Sa création n'est que le début d'une nouvelle ère où les ordinateurs prendront le pas sur l'homme pour explorer les nombres premiers. En 1952, un ordinateur découvre le premier nombre premier que l'homme n'a pas les capacités intellectuelles de calculer. Si on imagine que la ligne des zéros de Riemann commence à Göttingen, Riemann nous a élevés au-dessus de la ville. Turing, lui, nous a emmenés jusqu'à la Lune. Mais l'ordinateur nous a fait voyager à 100 années-lumière de Göttingen. Tel un vaisseau construit pour l'hyperespace, l'ordinateur nous envoie un message des confins de l'univers des nombres et pourtant, tous les zéros obéissent à l'hypothèse de Riemann. Le XXe siècle avance, mais les mathématiciens, eux, réalisent qu'ils n'avancent plus. Au milieu des années 70, une avancée significative est faite dans la résolution de l'hypothèse de Riemann. Et cela se produit là où on ne s'y attendait pas. Le patrimoine mathématique allemand n'a pas survécu à la Seconde Guerre mondiale. Et beaucoup de mathématiciens juifs sont partis aux États-Unis, comme Albert Einstein. En 1972, un jeune mathématicien américain, Hugh Montgomery, passe la journée à parler de ses nouvelles idées à l'Institut. Mais contrairement à ses prédécesseurs, Montgomery ne veut pas étudier si les zéros sont sur la ligne, mais la façon dont ils sont alignés sur la ligne de Riemann. Il fait une découverte surprenante. En étudiant les espacements, j'ai noté assez peu de paires rapprochées. On aurait dit que les zéros se repoussaient les uns les autres.
Il faut imaginer des ressorts reliant les zéros entre eux. Ils se compriment et puis se détendent. Quand on les agite, ils vont et viennent. Si on les observe à un instant T, certains ne sont plus à la place qu'ils occupent au repos. Ils peuvent être plus hauts ou plus bas. Malgré cela, ils se rapprochent rarement les uns des autres. D'après nos observations, les zéros n'aiment pas être regroupés. Ils ont tendance à se repousser entre eux. Si on trace une ligne et qu'on y dessine les zéros, ils seront espacés de manière très esthétique. Alors que si vous dessinez des points au hasard, ils seront agglutinés sur la feuille, mais relativement espacés entre eux. C'était une découverte très intéressante. J'ai cru qu'il devait y avoir un message, mais quand j'ai découvert ça à l'automne 71, j'étais perplexe parce que je ne comprenais pas le message. Que veulent dire tous ces mots scientifiques? En fait, c'est le genre de formule mathématique utilisée pour modéliser les niveaux d'énergie du noyau des atomes lourds, comme l'uranium. Montgomery et Dyson ont en fait découvert que le comportement des atomes, la base de toute matière, correspond au comportement des nombres premiers, la base des mathématiques. Le lien entre les deux disciplines est vraiment surprenant, mais ouvre une toute nouvelle voie dans l'exploration de l'hypothèse de Riemann. Malgré toutes ces avancées majeures, la preuve que les mathématiciens recherchent semble se dérober. Les nombres premiers gardent leur mystère. Il y a à peine quelques années, seuls les mathématiciens s'intéressaient à ces nombres énigmatiques. Mais la révolution informatique les a propulsés dans le monde cruel de la communication électronique. Chaque fois que nous faisons une transaction sur Internet, nous utilisons les nombres premiers pour coder nos numéros de carte de crédit. Ce système de sécurité repose sur la difficulté de décrypter un nombre en le décomposant en nombres premiers. Ce qui rend ce système si sûr, c'est qu'on ne connaît pas encore très bien les nombres premiers. Apporter la preuve de l'hypothèse de Riemann nous en apprendrait beaucoup sur ces nombres si particuliers. Et ce serait peut-être même suffisant pour trouver les nombres premiers à l'origine d'un gros bloc de chiffres. Une telle découverte serait catastrophique pour les transactions financières en ligne. Sachant cela, il n'est pas surprenant d'apprendre qu'un homme d'affaires a offert une prime de 800 000 € à la personne qui démontrerait l'hypothèse de Riemann. Mais les mathématiciens n'ont que faire de l'argent. Résoudre ce problème bouleverserait le monde des mathématiques. Beaucoup d'entre eux vendraient leur âme pour trouver la solution. Cela fait 3000 ans que l'énigme des nombres premiers tient en échec des générations de mathématiciens. Pour ma part, je pense que même avec ces liens étranges avec la physique, la cryptographie et les ordinateurs, les mathématiciens sont à deux doigts de trouver la solution. Une idée peut survenir à tout instant. Une chose est sûre, on se souviendra toujours de celui qui prouvera l'hypothèse de Riemann comme de celui qui a su faire chanter les nombres premiers.